L'histoire de l'Algérie n'est pas qu'une simple chronologie. C'est un miroir où nous voyons un peuple qui, comme nous, a dû apprendre à se relever après chaque coup dur. L'Algérie a connu les invasions, la colonisation, les guerres, le silence et la souffrance. Il savait ce que c'est que de sentir que les autres décident pour vous, que votre voix ne compte pas, que votre terre ne vous appartient plus, et qui n'a jamais eu le sentiment, à un moment ou un autre, d'avoir perdu le contrôle de sa propre histoire. Mais voici le plus important. L'Algérie nous enseigne aussi qu'aucune blessure n'est éternelle, qu'un peuple puisse renaître de ses cendres, reconstruire son identité, retrouver sa voix et écrire de ses propres mains un avenir nouveau. Si vous avez déjà eu le sentiment que votre histoire était marquée par l'injustice, si vous avez déjà pensé qu'il n'y avait pas d'issue, aujourd'hui, l'histoire d'Argelia vous montrera que la solution vient toujours quand le cœur décide de ne pas se rendre. Partons à la découverte de l'un des itinéraires les plus intenses et inspirants du monde arabe. Bienvenue dans l'histoire complète de l'Algérie. Avant de commencer cette histoire incroyable, je voudrais vous demander quelque chose de très simple, mais de très puissant. Abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire ci-dessous en écrivant « Je veux continuer à voyager à travers l'histoire ». En faisant cela, vous contribuez à ce que cette vidéo touche beaucoup plus de personnes qui, comme vous, aiment apprendre et découvrir de nouvelles histoires. Votre commentaire et votre abonnement font toute la différence pour empêcher ce contenu de se perdre dans les méandres de l'algorithme. Merci de soutenir ce projet. Passons maintenant à l'histoire. 1. Les premiers habitants et l'origine de l'Algérie préhistorique. Pour comprendre l'histoire de l'Algérie, il faut remonter très loin dans le temps, à une époque si reculée qu'il n'y avait ni ville, ni roi, ni frontières. Seule existait la terre, une terre en perpétuelle mutation, et les êtres humains qui tentaient d'y survivre. Il y a plus de 8000 ans, le Sahara n'était pas le vaste désert silencieux que nous connaissons aujourd'hui. Non, c'était un lieu foisonnant de vie. Des rivières, des lacs, des arbres et des animaux comme des girafes, des hippopotames et des éléphants. Un véritable paradis verdoyant au cœur de l'Afrique du Nord. Et c'est là que vivaient les premiers habitants d'Algérie. Ces peuples préhistoriques étaient des chasseurs-cueilleurs. Ils n'avaient pas d'écriture, mais ils ont laissé un héritage bien plus précieux, des peintures rupestres. Dans les monts Tassili Nadjer, au sud-est du pays, ils ont représenté des scènes de leur vie quotidienne. Des gens qui dansent, chassent, gardent les troupeaux, accomplissent des rituels. Chaque dessin est comme une fenêtre ouverte sur le passé, un témoignage silencieux d'un monde disparu sous les sables du Sahara. Au fil du temps, ce climat verdoyant commença à se transformer. Les pluies se firent plus rares. Les lacs s'asséchèrent et le désert progressa, obligeant les anciens habitants à s'adapter. Certains migrèrent vers les montagnes et les côtes. D'autres apprirent à domestiquer les animaux pour survivre dans des conditions de plus en plus difficiles. C'est au cours de ce processus d'adaptation que les premières communautés organisées commencèrent à se former. Ces groupes n'étaient plus seulement des chasseurs, mais aussi des éleveurs et des agriculteurs. Ils apprirent à construire des maisons plus solides, à fabriquer des outils en pierre polie et à développer des traditions qui se transmettraient de génération en génération. Mais le plus important, c'est ceci. Bien que le temps ait effacé nombre de leurs traces, ces peuples préhistoriques ont posé les fondements de l'identité algérienne. Ils furent les ancêtres des futures cultures berbères, les premiers gardiens de cette terre vaste et diverse. Cette période préhistorique n'est pas qu'un commencement. C'est l'origine d'une histoire qui, des milliers d'années plus tard, continuera de croître, de se transformer et de se connecter à de nouveaux peuples et civilisations. Et c'est précisément dans cette transformation que commence le chapitre suivant, l'émergence des premières cultures berbères, descendantes directes de ces communautés ancestrales. 2. L'épanouissement des cultures berbères. Lorsque le Sahara eut achevé sa transformation en l'immense désert que nous connaissons aujourd'hui, les descendants de ses premiers habitants durent s'adapter à un monde radicalement différent. C'est alors
Au cœur de cette adaptation lente et difficile, que naquirent les cultures qui allèrent devenir l'essence même de l'identité algérienne, les cultures berbères, également connues sous le nom d'Amazighs. Les Berbères ne formaient pas un peuple unique, mais une vaste famille de tribus disséminées à travers l'Afrique du Nord. Chacune avait ses propres traditions, dialectes et modes de vie, mais toutes partageaient le même esprit, la fierté de leur liberté et un lien profond avec la terre. De fait, le mot Amazigh signifie homme libre, un nom qui résume parfaitement leur caractère. Au fil des siècles, ces communautés se sont installées dans différentes régions d'Algérie. Dans les montagnes de l'Atlas, elles ont développé des villages robustes et autosuffisants. Dans les plaines du Nord, elles ont perfectionné l'agriculture et établi des routes commerciales. Et dans les zones désertiques, les Touaregs, peuple berbère nomade, ont appris à maîtriser les dunes, guidant d'immenses caravanes sur des itinéraires en apparence impossibles. Les Berbères n'ont pas bâti d'empires gigantesques comme les Romains ou les Perses, mais ils ont créé quelque chose d'aussi profond, une culture pérenne, capable de survivre aux invasions, aux changements climatiques et aux épreuves de toutes sortes. Leur langue, coutumes, arts et symboles se transmettaient de génération en génération. Leurs textiles, colorés et riches de sens, racontaient des histoires. Leurs chants et poèmes évoquaient l'amour, la guerre, le désert et la liberté. Peu à peu, ces communautés formèrent des royaumes locaux qui contrôlaient des territoires stratégiques. Certains faisaient le commerce du sel, de l'or et de l'ivoire. D'autres se spécialisaient dans l'agriculture ou l'élevage. L'Algérie, grâce à sa situation géographique, devint un carrefour essentiel entre l'Afrique, la Méditerranée et le Moyen-Orient. Les caravanes qui traversaient le Sahara dépendaient du savoir-faire berbère pour leur survie. Mais le plus impressionnant chez les Berbères n'était ni leur économie ni leur organisation politique. Ce qui était le plus impressionnant, c'était leur capacité à endurer. Chaque fois qu'une puissance étrangère tentait de contrôler la région, les Berbères se soulevaient. Ils défendirent leurs montagnes, leurs oasis et leurs traditions avec une détermination quasi légendaire. Cette résistance a non seulement forgé leur caractère, mais a aussi préparé l'Algérie aux défis des siècles à venir. Avec l'évolution du monde et l'arrivée de nouvelles cultures en Méditerranée, les Berbères restèrent inébranlables, s'adaptant aux besoins, mais préservant leur âme. Cette identité forte et flexible allait s'avérer essentielle lorsqu'une nouvelle puissance, plus organisée, expansionniste et ambitieuse, jetterait son dévolu sur l'Afrique du Nord. Et cette puissance n'était autre que Carthage, héritière des Phéniciens, qui allait bientôt transformer la vie sur les côtes algériennes. Mais ça, c'est une histoire pour le prochain chapitre. 3. L'arrivée des Phéniciens et des Carthaginois en Méditerranée algérienne. Tandis que les cultures berbères prospéraient dans les montagnes, les oasis et les vastes plaines d'Afrique du Nord, une nouvelle présence commença à émerger à l'horizon méditerranéen. Les Phéniciens, un peuple de navigateurs extraordinaires, connus pour leur capacité à commercer, à explorer et à fonder des villes le long des côtes africaines et européennes. Les Phéniciens n'étaient pas des conquérants, mais des commerçants. Ils voyageaient sur des navires chargés d'étoffes pourpres, de verre, d'huile, de poterie et de produits exotiques. Lorsqu'ils atteignirent les côtes de l'actuelle Algérie, ils découvrirent un littoral fertile et riche, idéalement situé pour relier l'Afrique au reste de la Méditerranée. Ils y établirent alors de petits ports et des comptoirs commerciaux. Au fil du temps, ces petits villages se transformèrent en cités florissantes, où Phéniciens et Berbères vivaient ensemble et échangeaient biens, idées et techniques. Ces villes devinrent des portes d'entrée pour le commerce méditerranéen. L'ivoire et l'or africain étaient expédiés vers l'Est, tandis que les objets précieux et l'artisanat oriental parvenaient aux villages berbères. Mais tout changea lorsque l'une des colonies phéniciennes, Carthage, se transforma en puissance. Située dans l'actuelle Tunisie, Carthage devint une ville riche, puissante et ambitieuse, étendant sa domination sur toute l'Afrique du Nord, y compris une grande partie du littoral algérien.
Sous domination carthaginoise, la région connut une nouvelle ère de prospérité économique. Ports, marchés, entrepôts, temples et fortifications furent reconstruits. L'agriculture se développa grâce aux techniques avancées venues de la Méditerranée orientale. Les Carthaginois introduisirent également de nouvelles cultures, comme la vigne et l'olivier, qui s'adaptèrent parfaitement aux terres fertiles du nord de l'Algérie. Mais Carthage ne se contentait pas de commercer, elle était aussi une rivale. Son plus grand adversaire était la Rome naissante, et cette rivalité allait transformer à jamais le destin de l'Algérie. Durant les guerres puniques, Carthage lutta de toutes ses forces pour maintenir sa domination. Des montagnes et des plaines d'Algérie, de nombreux peuples berbères furent contraints de participer aux campagnes militaires, de fournir des ressources et de payer un tribut. Les tensions s'exacerbèrent et la Méditerranée devint le théâtre de conflits incessants. Lorsque Carthage tomba aux mains de Rome en 146 avec ce JPC, son empire s'effondra, mais ne disparut pas sans laisser de traces. Les villes, les ports et les routes commerciales qu'elle avait bâties subsistèrent. Et surtout, les fondements culturels qui mêlaient les traditions phéniciennes, carthaginoises et berbères allaient être essentiels à l'avenir. Avec la chute de Carthage, Rome porta son regard sur ses terres. Pour les habitants d'Algérie, un nouveau chapitre s'ouvrait qui allait profondément transformer leur paysage, leur économie et leur vie quotidienne. Ce chapitre relate l'arrivée de l'Empire romain en Afrique du Nord, une ère qui marquera le début de certaines des cités antiques les plus impressionnantes encore visibles aujourd'hui. 4. La domination romaine et la splendeur de villes comme Timgad et Djémila. Lorsque Rome vainquit finalement Carthage et prit le contrôle de l'Afrique du Nord, le destin de l'Algérie changea à jamais. Les Romains arrivèrent non seulement en conquérant, mais aussi en bâtisseurs d'un monde nouveau. Partout où ils s'implantèrent, ils construisirent des routes, des villes, des temples, des systèmes d'adduction d'eau et des lois qui transformèrent profondément la vie locale. Pour Rome, cette région revêtait une valeur inestimable. Fertile, stratégiquement importante et riche en ressources, l'Algérie devint rapidement un élément clé du vaste empire romain, notamment grâce à sa production agricole, blé, huile d'olive, vin et autres produits qui nourrissaient non seulement les légions, mais aussi des villes entières à travers l'Europe. Les Romains commencèrent par intégrer les populations berbères, leur permettant de participer au commerce, à l'armée et, progressivement, à la vie politique de l'Empire. Certains chefs tribaux furent même reconnus comme alliés de Rome, obtenant titres et privilèges. Au fil du temps, de nombreuses villes prospérèrent, reliées par un réseau routier qui unissait la côte méditerranéenne à l'intérieur du pays. Mais rien ne représente mieux cette époque que deux joyaux qui subsistent encore aujourd'hui, Timgad et Djémila. Timgad, la Pompéi de l'Afrique, fondée par l'empereur Trajan en 100 après JC, Timgad fut conçue comme une cité idéale. Vue du ciel, elle ressemble à un quadrillage précis, comme tracé à la règle et au compas. Ses rues s'entrecroisent à angle droit, ses remparts délimitent un espace harmonieux et ses édifices témoignent du luxe de la vie romaine en Afrique. Il y avait de tout. Source thermale pour la baignade, un forum où l'on discutait de politique, temple dédié aux dieux romains, un immense théâtre pouvant accueillir des milliers de personnes, bibliothèques, jardins et monuments. Se promener dans Timgad, c'était comme traverser le cœur de l'Empire romain sans quitter l'Afrique. Et le plus fascinant, c'est que cette ville n'était pas isolée. C'était un carrefour entre Romains et Berbères, entre soldats et marchands, entre cultures qui se côtoyaient au quotidien. Djémila, la beauté au cœur des montagnes. Contrairement à Timgad, Djémila fut bâtie en milieu montagneux, ce qui lui confère un caractère unique. Ces édifices s'adaptent au terrain, créant une ville qui semble se développer entre collines et vallées. Ces temples, basiliques et arcs de triomphe témoignent du passage du temps, mais aussi du génie architectural romain. À Djémila, la vie quotidienne s'organisait autour de marchés regorgeant de produits méditerranéens, de rues ornées de mosaïques colorées
et de maisons témoignant de la richesse d'une région profondément intégrée au commerce impérial. Une période de prospérité et de stabilité. Sous la domination romaine, l'Algérie connut l'une de ses périodes les plus prospères. Les villes se développèrent, les arts s'épanouirent et les échanges culturels furent constants. Les Berbères adoptèrent certaines traditions romaines tout en conservant nombre des leurs, forgeant ainsi une identité riche et métissée. Mais comme tout empire, Rome allait aussi connaître son propre déclin. Alors que des crises internes, des invasions et des conflits ébranlaient le cœur de l'empire, les provinces commencèrent à en ressentir les secousses, et l'Algérie ne ferait pas exception. Au cours des siècles suivants, de nouveaux peuples arrivèrent sur ces terres, vandales, byzantins, et la résistance berbère joua une fois de plus un rôle crucial. Ce sera le sujet du prochain chapitre. Avant de poursuivre avec cette partie importante de l'histoire, permettez-moi de vous poser rapidement une question. Vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne. Et si ce n'est pas le cas, c'est le moment idéal pour le faire. Et profitez-en pour partager cette vidéo avec quelqu'un qui aime apprendre autant que vous. Ce simple geste contribue grandement à ce que davantage de personnes découvrent cette histoire et permet à notre travail de continuer à se développer. Merci d'être resté jusqu'ici. Continuons maintenant avec l'histoire. 5. La résistance berbère et le rôle de figures telles que la reine Kahina. Alors que la puissance de Rome déclinait, ces villes, comme Timgad et Djémila, restaient debout, mais l'Empire n'avait plus la force de défendre ses frontières. C'est alors que de nouveaux peuples entrèrent en scène. D'abord les Vandales, venus d'Europe et s'installant brièvement en Afrique du Nord. Puis les Byzantins, envoyés de Constantinople pour reconquérir ces territoires. Mais au milieu de ces changements, un élément est resté aussi inébranlable qu'une montagne, la résistance berbère. Les Berbères n'avaient jamais été un peuple facile à soumettre. Depuis l'Antiquité, ils défendaient leur liberté grâce à une combinaison de savoir-faire militaire, d'une connaissance approfondie du terrain et d'une identité culturelle indélébile. Lors du déclin de la puissance romaine, cette résistance se raviva avec une force impressionnante. Parmi toutes les figures marquantes de cette période, chefs tribaux, guides spirituels et guerriers légendaires, aucune ne brille autant que la reine Kahina, également connue sous le nom de Dihya. Son nom demeure gravé dans la mémoire collective algérienne comme un symbole de courage, de leadership et d'amour de la terre. Reine Kahina, la femme devenue légende. Kahina vécut au 7e siècle, une époque de profonds bouleversements. L'islam s'étendait depuis l'Arabie et de nouvelles armées avançaient en Afrique du Nord. Tandis que de nombreuses régions tombaient rapidement sous son influence, les tribus berbères des Aurès refusèrent de se soumettre. C'est alors que Kahina, une femme berbère respectée comme prophétesse, chef militaire et stratège, unifia différentes tribus pour résister aux envahisseurs. Son aura était si imposante que même ses ennemis l'admiraient. On dit qu'il connaissait les montagnes comme sa poche, qu'il était capable d'inspirer des milliers de guerriers et qu'il possédait un sens politique aigu pour nouer des alliances. Sous son commandement, les Berbères parvinrent à stopper l'avancée des nouvelles armées pendant plusieurs années, provoquant l'une des résistances les plus farouches d'Afrique du Nord. Une confrontation inévitable, mais l'histoire mondiale était déjà en pleine mutation. L'islam se répandait rapidement et les nouvelles dynasties arabes étaient déterminées à intégrer le Maghreb à leur sphère d'influence. La résistance de Kahina représentait le dernier obstacle dans cette région. Finalement, après des années de lutte, Kahina fut vaincue. Mais sa chute ne marqua pas la fin des Berbères, loin de là. Au contraire, après sa mort, de nombreuses tribus berbères se convertirent à l'islam sans perdre leur identité, s'intégrant au nouveau monde naissant tout en préservant leurs coutumes, leur langue et leur esprit de liberté. Héritage éternel, l'histoire de Kahina est devenue l'un des piliers de l'identité algérienne. Pour de nombreux Algériens, elle représente la défense du pays, la lutte pour la liberté, l'unité face à l'adversité et la dignité d'un peuple qui refuse de disparaître.
Leur résistance marqua la fin d'une période et le début d'une autre, celle de l'arrivée de l'islam et de l'essor de nouvelles dynasties qui allaient profondément transformer l'Afrique du Nord. Et c'est précisément à ce moment-là que commence le chapitre suivant. 6. L'arrivée de l'islam et la naissance de nouvelles dynasties. Suite à la résistance légendaire de la reine Kaïna, l'Afrique du Nord entra dans une ère nouvelle. L'islam, apparu quelques décennies plus tôt dans la péninsule arabique, se répandait à une vitesse fulgurante. Ce qui avait commencé comme un message spirituel se transforma en un mouvement politique, culturel et militaire qui allait bouleverser le monde du 7e siècle. Lorsque les premières armées arabes ont pénétré au Maghreb, elles n'ont pas seulement apporté des armes, elles ont insufflé une nouvelle vision du monde, une nouvelle organisation sociale et un message religieux qui a profondément séduit nombre de personnes. Après des années de résistance, de conflits et d'alliances changeantes, de nombreuses tribus berbères se sont converties à l'islam. Mais, et c'est essentiel, elles l'ont fait à leur manière, sans renoncer à leur identité amazighe. Ainsi débuta l'un des chapitres les plus fascinants de l'histoire algérienne, l'émergence de nouvelles dynasties locales qui combinaient les traditions arabes et berbères. Un nouveau paysage politique. L'arrivée de l'islam a profondément transformé la région. Mosquées, forteresses, centres administratifs et nouvelles routes commerciales furent construits reliant le Maghreb au Moyen-Orient. Les villes se développèrent et devinrent des centres de savoir, de commerce et de spiritualité. Mais l'Algérie ne devint pas une simple province gouvernée à distance. Très vite, les Berbères eux-mêmes commencèrent à s'organiser en royaumes et en dynasties qui jouèrent un rôle essentiel dans l'histoire de l'islam. Parmi les plus importants figuraient les Iridés. Il s'agissait d'une dynastie berbère qui régna depuis Kairouan, puis depuis des villes algériennes. Ils favorisèrent le développement urbain et consolidèrent l'islam dans la région. Et de les Hammadides, l'un des plus brillants royaumes de l'Algérie médiévale. Ils bâtirent des cités majestueuses comme Kalat Bani Hamad, nichées dans les montagnes, qui devint le centre politique, culturel et économique de la région. Son architecture, son art et sa vie de cour y ont laissé une empreinte indélébile. Les Almoravides et les Almohades. Deux grands empires berbères, originaires de l'Ouest, dominaient l'Algérie et une grande partie de l'Afrique du Nord et de la péninsule ibérique. Sous leur domination, l'Algérie était reliée à des villes aussi éloignées que Marrakech, Séville et Cordoue. Ce fut une période d'une influence culturelle et religieuse considérable. L'islam comme pont culturel. L'arrivée de l'islam n'a pas fait disparaître l'identité berbère. Au contraire, elle l'a enrichie. Les langues se sont mêlées, les coutumes ont commencé à coexister et une identité arabo-berbère a émergé, définissant la région pendant des siècles. Le savoir connut également un essor remarquable. Mathématiciens, juristes, astronomes, poètes et marchands circulaient entre l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, l'Égypte et Al-Andalus, créant un monde interconnecté où se partageaient science, art et pensée. Les mosquées devinrent des lieux d'apprentissage, les marchés des centres d'échange mondiaux, et les montagnes des forteresses où les dynasties défendaient leur autonomie contre les envahisseurs et les rivaux. Un nouveau chapitre pour l'Algérie. L'islam, plus qu'une religion, est devenu un cadre politique et social qui organisait la vie quotidienne. Les dynasties locales ont commencé à consolider leur structure de pouvoir, à développer des villes et à renforcer le commerce transsaharien, qui transportait l'or, le sel et d'autres produits le long de vastes routes. Mais cette période de splendeur allait aussi engendrer de nouveaux défis. À mesure que les empires s'étendaient, des conflits internes, des rivalités et des tensions surgissaient, ouvrant la voie à un nouveau cycle de fragmentation et de lutte pour le contrôle du Maghreb. Et c'est précisément dans ce contexte que se déroulera le prochain chapitre. La formation et l'expansion des grands empires almoravides et almohades. 6. L'arrivée de l'islam et la naissance de nouvelles dynasties.
Suite à la résistance légendaire de la reine Kaïna, l'Afrique du Nord entra dans une ère nouvelle. L'islam, apparu quelques décennies plus tôt dans la péninsule arabique, se répandait à une vitesse fulgurante. Ce qui avait commencé comme un message spirituel se transforma en un mouvement politique, culturel et militaire qui allait bouleverser le monde du 7e siècle. Lorsque les premières armées arabes ont pénétré au Maghreb, elles n'ont pas seulement apporté des armes, elles ont insufflé une nouvelle vision du monde, une nouvelle organisation sociale et un message religieux qui a profondément séduit nombre de personnes. Après des années de résistance, de conflits et d'alliances changeantes, de nombreuses tribus berbères se sont converties à l'islam. Mais, et c'est essentiel, elles l'ont fait à leur manière, sans renoncer à leur identité amazighe. Ainsi débuta l'un des chapitres les plus fascinants de l'histoire algérienne, l'émergence de nouvelles dynasties locales qui combinaient les traditions arabes et berbères. Un nouveau paysage politique. L'arrivée de l'islam a profondément transformé la région. Mosquées, forteresses, centres administratifs et nouvelles routes commerciales furent construits reliant le Maghreb au Moyen-Orient. Les villes se développèrent et devinrent des centres de savoir, de commerce et de spiritualité. Mais l'Algérie ne devint pas une simple province gouvernée à distance. Très vite, les Berbères eux-mêmes commencèrent à s'organiser en royaumes et en dynasties qui jouèrent un rôle essentiel dans l'histoire de l'islam. Parmi les plus importants figuraient les Iridés. Il s'agissait d'une dynastie berbère qui régna depuis Kairouan, puis depuis des villes algériennes. Ils favorisèrent le développement urbain et consolidèrent l'islam dans la région. Et de les Hamadides, l'un des plus brillants royaumes de l'Algérie médiévale. Ils bâtirent des cités majestueuses comme Kalat Bani Hamad, nichée dans les montagnes, qui devint le centre politique, culturel et économique de la région. Son architecture, son art et sa vie de cour y ont laissé une empreinte indélébile. Les Almoravides et les Almohades. Deux grands empires berbères, originaires de l'Ouest, dominaient l'Algérie et une grande partie de l'Afrique du Nord et de la péninsule ibérique. Sous leur domination, l'Algérie était reliée à des villes aussi éloignées que Marrakech, Séville et Cordoue. Ce fut une période d'une influence culturelle et religieuse considérable. L'islam comme pont culturel. L'arrivée de l'islam n'a pas fait disparaître l'identité berbère. Au contraire, elle l'a enrichie. Les langues se sont mêlées, les coutumes ont commencé à coexister et une identité arabo-berbère a émergé, définissant la région pendant des siècles. Le savoir connut également un essor remarquable. Mathématiciens, juristes, astronomes, poètes et marchands circulaient entre l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, l'Égypte et Al-Andalus, créant un monde interconnecté où se partageaient science, art et pensée. Les mosquées devinrent des lieux d'apprentissage, les marchés des centres d'échanges mondiaux, et les montagnes des forteresses où les dynasties défendaient leur autonomie contre les envahisseurs et les rivaux. Un nouveau chapitre pour l'Algérie. L'islam, plus qu'une religion, est devenu un cadre politique et social qui organisait la vie quotidienne. Les dynasties locales ont commencé à consolider leur structure de pouvoir, à développer des villes et à renforcer le commerce transsaharien, qui transportait l'or, le sel et d'autres produits le long de vastes routes. Mais cette période de splendeur allait aussi engendrer de nouveaux défis. À mesure que les empires s'étendaient, des conflits internes, des rivalités et des tensions surgissaient, ouvrant la voie à un nouveau cycle de fragmentation et de lutte pour le contrôle du Maghreb. Et c'est précisément dans ce contexte que se déroulera le prochain chapitre. La formation et l'expansion des grands empires almoravides et almohades. 7. Les empires almoravides et almohades et l'intégration du Maghreb. Après l'arrivée de l'islam et l'essor des premières dynasties berbères, l'Afrique du Nord entra dans une période de profonde transformation. À mesure que les royaumes locaux se renforçaient, de nouvelles tensions religieuses, politiques et sociales commencèrent à agiter la région. C'est précisément dans ce climat de bouleversement
que deux des empires les plus puissants et les plus fascinants de l'histoire du Maghreb émergèrent, les Almoravides et les Almohades. Tous deux sont issus de mouvements religieux berbères. Tous deux ont étendu leur influence sur l'Algérie, le Maroc et une grande partie de l'Espagne, et tous deux ont transformé le paysage politique et culturel de la région. Mais ils l'ont fait de manière très différente. Les Almoravides, l'Empire du désert. Le premier grand mouvement fut celui des Almoravides, un peuple profondément lié au Sahara. Issus de groupes berbères nomades en quête de réformes religieuses, ils aspiraient à un retour à une pratique plus pure de l'islam, sans excès ni division. Guidés par des chefs spirituels, ces berbères du désert commencèrent à s'organiser et à étendre leur territoire. Ils contrôlèrent rapidement des routes commerciales essentielles, notamment celles reliant l'Afrique subsaharienne à la Méditerranée. Grâce au commerce de l'or, du sel et d'autres produits précieux, ils devinrent extrêmement puissants. Son centre politique était Marrakech, mais l'Algérie devint rapidement une partie essentielle de son empire. Des villes comme Tlemcen et Oran se développèrent en centres commerciaux et militaires, reliant les montagnes, le Sahara et la mer. Les Almoravides ne se contentèrent pas de dominer le Maghreb. Ils franchirent le détroit de Gibraltar et aidèrent les royaumes musulmans d'Al-Andalus à freiner l'avancée chrétienne dans la péninsule ibérique. Pendant un temps, ils régnèrent sur un vaste territoire qui unissait l'Afrique et l'Europe sous une seule autorité, les Almohades, une révolution spirituelle et politique. Mais aucun empire ne dure éternellement. Au milieu du XIIe siècle, un nouveau mouvement berbère se souleva contre les Almoravides, les Almohades. Apparus dans le Haut-Atlas, ils étaient animés par un puissant message religieux appelant à des réformes plus profondes et à une plus grande unité. Les Almohades étaient plus centralisés, plus stricts et plus ambitieux. En peu de temps, ils vainquirent les Almoravides et prirent leur place, créant un empire encore plus vaste. L'Algérie devint une région stratégique au sein de cette nouvelle puissance. Ils bâtirent des villes, développèrent l'agriculture, renforcèrent les routes commerciales et favorisèrent la diffusion du savoir. Sous les Almohades, philosophes, médecins et scientifiques prospérèrent. Ce fut l'époque de grands penseurs comme Averroès, Ibn Rushd, dont les idées influencèrent même l'Europe. L'Algérie faisait partie d'un monde culturellement riche, relié à Séville, Cordoue, Marrakech et Tunis. Les échanges d'idées et de produits étaient constants et les villes commencèrent à se mêler à de nouvelles influences architecturales, religieuses et scientifiques. Le début d'une nouvelle fragmentation. Cependant, comme pour de nombreux empires à l'expansion trop rapide, l'empire almohade commença lui aussi à s'affaiblir. Les luttes intestines, les tensions entre tribus et les pressions extérieures entraînèrent sa fragmentation. Progressivement, chaque région recouvra son autonomie. En Algérie, cela signifiait le retour des royaumes berbères locaux, qui allaient de nouveau se disputer le contrôle de la région. Mais cette fragmentation a coïncidé avec un changement global. L'Europe entrait dans une nouvelle phase d'expansion, et les royaumes chrétiens gagnaient en puissance militaire et économique. Les anciennes conquêtes et alliances ne suffisaient plus à maintenir l'équilibre. Et très bientôt, une nouvelle puissance étrangère allait jeter son dévolu sur l'Algérie, changeant à jamais son histoire. L'Empire ottoman. Ce sera le sujet du prochain chapitre. 8. L'essor des royaumes berbères et la crise du Maghreb médiéval. Avec la chute du grand empire almohade, tout le Maghreb, y compris l'Algérie, passa de l'unité à la fragmentation. Ce qui avait été un territoire unifié sous une seule puissance se retrouva divisé en de nombreux royaumes berbères, chacun cherchant à affirmer son autorité et à contrôler le commerce, les routes sahariennes et les villes côtières. Cette période, bien que marquée par des tensions, fut également une ère d'intense créativité politique. Les Berbères reprirent le devant de la scène, gouvernant leurs terres selon leurs traditions ancestrales. Des royaumes renaissant de leurs cendres, parmi les plus importants de cette étape, on peut citer les Ayanides de Tlemcen.
Ils fondèrent un puissant royaume dans l'ouest de l'Algérie et firent de Tlemcen l'une des villes les plus riches et les plus cosmopolites du Maghreb. Ces marchés regorgeaient de textiles, d'épices, de fourrures, d'or et de marchandises acheminées par les caravanes traversant le Sahara. La ville devint un carrefour pour les marchands africains, arabes, andalous et européens. Les Hafsides en Tunisie, qui exerçaient une influence sur une partie de l'est de l'Algérie. Bien que basés en Tunisie, les Hafsides ont étendu leur pouvoir aux régions orientales de l'Algérie, stimulant le commerce maritime et la vie urbaine. Les Mérinides du Maroc, qui intervinrent également en Algérie, les Mérinides cherchèrent à contrôler les routes commerciales sahariennes et, pendant des décennies, rivalisèrent avec les Ayanides pour l'hégémonie sur le Maghreb occidental. La rivalité entre ces deux royaumes a profondément marqué l'histoire de l'Algérie pendant des siècles. Une région riche mais vulnérable. Malgré les conflits, l'Algérie connut une période de grand dynamisme. Mosquées, écoles, forteresses et palais furent reconstruits. Les arts s'épanouirent, notamment l'architecture, la calligraphie et la musique andalouse, apportées par les musulmans expulsés d'Espagne. Cependant, le manque d'unité politique rendait la région extrêmement vulnérable. Tandis que les royaumes berbères se livraient à des luttes intestines, de nouvelles forces extérieures commencèrent à convoiter le Maghreb. Ce fut notamment le cas des puissances européennes qui progressaient déjà en Méditerranée avec des navires plus puissants et des armées mieux armées. La Méditerranée devient un lieu dangereux. Durant cette période, l'Algérie se trouva impliquée dans la lutte croissante pour le contrôle de la Méditerranée. Les pirates européens pillaient ses côtes, les routes commerciales étaient attaquées et les royaumes locaux n'avaient pas la force de se défendre sur tous les fronts. Dans le même temps, les faiblesses internes rendaient le maintien de la stabilité de plus en plus difficile. Des villes entières changèrent de main, les paysans souffraient de conflits incessants et l'économie devenait imprévisible. La tempête qui annonçait une nouvelle puissance. Dans ce contexte d'instabilité, le besoin de protection s'est fait sentir. Et cette protection viendrait de l'Est, d'une puissance qui dominait déjà l'Anatolie, les Balkans et le Moyen-Orient, l'Empire ottoman. Incapable de résister seul aux puissances européennes, de nombreux chefs berbères se tournèrent vers les Ottomans pour obtenir leur soutien. Mais cette alliance allait avoir un prix, transformant l'Algérie en l'un des territoires les plus importants de la Méditerranée musulmane. Le prochain chapitre marquera un tournant décisif dans l'histoire algérienne. L'arrivée des Ottomans et la naissance de la Régence d'Alger, une période marquée par le pouvoir, le commerce, les corsaires et les conflits internationaux. Avant de poursuivre ce récit passionnant, j'ai une petite demande. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo. Croyez-moi, ces deux simples gestes aident énormément de personnes à découvrir ce contenu et à apprendre avec vous. Merci pour votre soutien. Continuons. 9. La domination ottomane et le rôle décisif d'Alger comme capitale des corsaires. Alors que les royaumes berbères s'affaiblissaient et que les puissances européennes poursuivaient leur expansion inexorable en Méditerranée, l'Algérie se trouvait à un carrefour périlleux. Les villes côtières étaient assaillies par les flottes espagnoles, portugaises et génoises. Les routes commerciales étaient constamment menacées et la région manquait d'une puissance unifiée capable de la défendre. C'est alors qu'une nouvelle force apparut à l'horizon, l'Empire ottoman, qui était alors l'une des plus grandes puissances du monde. Les Ottomans, forts de leur expérience militaire, de leur puissante flotte et de leur organisation, offraient précisément ce dont l'Algérie avait besoin, la protection. Mais cette alliance allait bientôt transformer radicalement la région. L'arrivée de Barberousse, un tournant inattendu dans l'histoire. Le tournant s'est produit lorsque les dirigeants locaux ont sollicité l'aide des frères Barberousse, deux marins ottomans légendaires qui ont dominé la Méditerranée grâce à un mélange d'habileté navale, de diplomatie et d'audace. Le plus célèbre d'entre eux, Jérédine Barberousse, devint une figure clé de l'Algérie.
En 1516, Barberousse entra dans Alger, chassa les troupes espagnoles qui tentaient de s'emparer de la ville et fut accueilli en sauveur. Son triomphe marqua le début d'une ère nouvelle. Il plaça rapidement Alger sous la protection du sultan ottoman, faisant de la région une province de l'Empire, tout en lui conférant une autonomie qui la rendait unique. La régence d'Alger, une puissance régionale impressionnante. Sous domination ottomane, l'Algérie n'était pas gouvernée directement depuis Istanbul, mais administrée par un beylerbey, puis par un dey, une sorte de gouverneur élu localement. Cette structure permettait à l'Algérie de gérer ses affaires intérieures tout en bénéficiant du soutien militaire et politique de l'Empire. Alger devint une ville cosmopolite, grouillante d'artisans, de marchands, de soldats, de marins, de diplomates et de voyageurs. Des rues étroites, des marchés animés, des mosquées imposantes et des forteresses protégeaient une population diverse qui se côtoyait quotidiennement. Mais Alger allait bientôt être connue pour autre chose, pour quelque chose qui ferait trembler les royaumes chrétiens de la Méditerranée. L'époque des corsaires, pouvoir, richesse et terreur en mer. Pendant plus de 2 siècles, Alger fut le centre d'une puissante flotte corsaire, des marins autorisés par l'État à capturer les navires ennemis. Pour certains, ils étaient des défenseurs de l'islam et des protecteurs du Maghreb. Pour d'autres, notamment en Europe, c'étaient de redoutables pirates. Les corsaires algériens sillonnaient la Méditerranée, capturant les navires marchands et contraignant souvent leurs équipages à payer des rançons. Cette pratique, bien que controversée, fit d'Alger l'une des villes les plus riches et les plus redoutées de l'époque. Pendant des décennies, les puissances européennes ont tenté d'anéantir la marine corsaire. L'Espagne, la France, l'Angleterre et même les États-Unis ont participé à des conflits contre Alger. Mais la ville a résisté grâce à ses remparts, sa flotte et sa position stratégique. Un équilibre instable. Malgré cette prospérité, l'Algérie demeurait partie d'un empire qui, avec le temps, commença à s'affaiblir. Les rivalités entre les chefs locaux, Deys, beys et janissaires, conjuguées aux pressions européennes, engendrèrent des tensions internes qui marquèrent la fin de cette période. Il est toutefois impossible de nier que les presque 3 siècles de domination ottomane ont profondément marqué l'Algérie, architecture, gastronomie, institutions politiques, mélange culturel et une nouvelle identité urbaine. Mais tout allait changer à nouveau au XIXe siècle, lorsqu'une puissance européenne, plus industrialisée et ambitieuse que jamais, décida d'occuper directement l'Algérie. Ce moment allait marquer l'un des chapitres les plus douloureux et décisifs de l'histoire du pays, colonisation française. Au 10, la colonisation française et la perte de la souveraineté algérienne, 1830. Au début du XIXe siècle, l'Algérie traversait une période de tensions internes et de pressions externes. L'Empire ottoman avait perdu de sa puissance et l'Europe, portée par la révolution industrielle, étendait son influence à travers le monde. La France, en particulier, recherchait des territoires, des ressources et un prestige international. C'est dans ce contexte qu'en 1830, elle décida d'envahir l'Algérie. Le prétexte invoqué était un conflit diplomatique mineur, connu sous le nom de coup d'État des éventails. Mais derrière cet incident se cachait un objectif bien plus profond: établir une colonie permanente en Afrique du Nord. La France voyait en l'Algérie un territoire riche et stratégiquement situé, idéal pour étendre son influence en Méditerranée. L'invasion d'Alger, le début d'un règne long et douloureux. En juin 1830, une imposante flotte française arriva au large des côtes algériennes. Alger, bien que défendue, ne disposait pas des forces militaires nécessaires pour résister à une armée moderne. Après des semaines de combats, la ville tomba et le Dey ottoman fut contraint d'abdiquer. Mais la France ne s'est pas arrêtée là. Ce qui avait commencé comme une occupation militaire s'est rapidement transformé en un vaste projet colonial. Au lieu de respecter l'autonomie locale, la France a décidé de prendre le contrôle direct du territoire.
Expansion française, conquête terre par terre. Les Français progressèrent lentement vers l'intérieur des terres, se heurtant à une farouche résistance des tribus berbères et arabes. La conquête fut longue, violente et marquée par des combats quasi constants. Pendant des décennies, la France lutta pour contrôler montagnes, vallées, déserts et villes qui refusaient de se soumettre. C'est durant cette période qu'émergea l'une des figures les plus importantes de la résistance algérienne, Émir Abd el-Kader. Abd el-Kader, symbole de dignité et de résistance. Abd el-Kader était un chef religieux et politique qui a uni différentes tribus pour lutter contre les Français. Il a organisé une armée disciplinée, établi son propre gouvernement et mené une résistance admirable qui a stupéfié toute l'Europe. Pendant des années, il parvint à contenir l'avancée française grâce à son intelligence, son habileté diplomatique et sa connaissance approfondie du terrain. Son combat devint un symbole de la dignité algérienne. Bien qu'il ait finalement été vaincu et exilé, sa figure demeure à jamais gravée dans l'identité nationale. Un nouveau type de colonisation, non seulement militaire, mais aussi sociale. Lorsque la France a finalement consolidé sa domination, elle a commencé à transformer profondément l'Algérie. Il confisqua des terres pour les donner aux colons européens, les soi-disant pieds noirs. Il a imposé un système juridique inégalitaire où les Européens bénéficiaient de tous les droits et les Algériens étaient traités comme des sujets sans pleine citoyenneté. Cela a modifié l'économie locale, l'orientant vers les intérêts français. Il a restreint les institutions religieuses et éducatives, tentant de modifier la structure culturelle du pays. Des villes entières ont vu leur architecture et leur organisation se transformer. De nouvelles routes et voies ferrées reliaient le territoire, mais tout était conçu pour profiter aux colons et non à la population locale. Un 19e siècle de conflits et de transformations. La colonisation ne fut pas un processus pacifique. Après une résistance initiale, des rébellions, des soulèvements et des tensions constantes s'ensuivirent entre les Algériens et les colons français. Les inégalités s'accrurent, le ressentiment grandit et l'identité algérienne se renforça en réaction à l'oppression. Parallèlement, en Europe, l'Algérie commençait à être présentée comme faisant partie intégrante du territoire français, même si la grande majorité de ses habitants continuaient d'être exclus de la citoyenneté et des droits fondamentaux. Ce déséquilibre, maintenu pendant des décennies, allait constituer le germe qui nourrirait plus tard un mouvement nationaliste très puissant. Car, bien que la France contrôlât militairement l'Algérie, elle ne parvint jamais à gagner le cœur de son peuple. Et cet esprit allait se réveiller avec force au XXe siècle, lorsque la lutte pour l'indépendance devint inévitable. Ce sera le sujet du prochain chapitre. 11. La naissance du nationalisme algérien et les premières revendications d'égalité. Au début du XXe siècle, l'Algérie était sous domination française depuis des décennies. Les villes avaient changé, les lois avaient changé et même l'économie avait été transformée pour servir les intérêts coloniaux. Mais sous cette stabilité apparente, quelque chose de profond commençait à s'éveiller. Un sentiment qui grandissait silencieusement dans les cafés, les mosquées, les villages et les marchés. Un sentiment qui, un jour, déplacerait des montagnes, le nationalisme algérien. Car, bien que la France contrôlât le territoire, elle ne pouvait contrôler les cœurs. Et chaque injustice, chaque inégalité, chaque humiliation semait une graine de résistance. Une société divisée, citoyens et sujets. Alors que les colons français, les soi-disant pieds noirs, jouissaient de tous les droits, les Algériens étaient soumis à des lois spéciales, à des restrictions politiques et à des limitations en matière d'éducation et d'opportunités d'emploi. La plupart des Algériens étaient encore traités comme des étrangers dans leur propre pays. Imaginez vivre dans un pays où votre voisin européen peut voter, voyager, posséder des biens immobiliers et accéder à une éducation de qualité, alors que vous, nés sur cette même terre depuis des générations, ne bénéficiez pas de ces mêmes droits. Ce contraste douloureux a commencé à éveiller une conscience collective.
L'Algérie n'est pas la France. L'Algérie, c'est nous. L'impact de la Première Guerre mondiale. En 1914, la France entra en guerre et recruta des milliers d'Algériens pour combattre à ses côtés. De jeunes hommes venus des villages, des montagnes et des déserts rejoignirent l'armée française et combattirent dans des tranchées froides et reculées, au cœur d'un monde qu'ils n'avaient jamais imaginé. Beaucoup sont morts. D'autres sont revenus blessés. Mais tous sont revenus avec une question qui résonnait de plus en plus fort. Si nous avons donné notre sang pour la France, pourquoi ne sommes-nous pas traités comme des Français? Ce questionnement a profondément marqué la société algérienne et est devenu l'un des moteurs de la naissance du nationalisme moderne, les premières organisations politiques algériennes. Au fil du siècle, des leaders commencèrent à émerger, capables de transformer ce mécontentement en un mouvement organisé. Certains aspiraient à des réformes au sein du système français, d'autres à une autonomie progressive, et d'autres encore au rêve ultime, l'indépendance totale. Parmi ces pionniers, les suivants se sont distingués. Les réformateurs islamiques, dirigés par Abdelhamid Ben Badis. Ils défendaient l'identité culturelle algérienne, la langue arabe, la religion islamique et l'éducation communautaire. Leur message était clair. Un peuple sans culture propre est un peuple qui peut être dominé pour toujours. Les libéraux algériens, comme Ferhat Abbas, éduqués dans des écoles françaises, ils croyaient initialement que l'Algérie pouvait être intégrée comme un État égal à la France. Mais constatant que cette égalité ne se concrétisait jamais, leur position a évolué vers le nationalisme. Les ouvriers et les paysans organisés, ils subissaient des conditions de travail extrêmement difficiles dans les champs et les usines et commençaient à revendiquer des droits sociaux et économiques. C'était comme si chaque groupe représentait une facette différente de l'identité algérienne, mais tous œuvraient dans la même direction, mettre fin aux inégalités coloniales. L'étincelle qui a mis le feu aux poudres, la Seconde Guerre mondiale. En 1939, la France reprit la guerre. Une fois de plus, des milliers d'Algériens furent envoyés au front. À leur retour, le monde avait changé, et l'Algérie aussi. À la fin de la guerre, les Algériens espéraient que leur sacrifice serait enfin reconnu. Mais ils n'ont reçu que silence, indifférence et une discrimination accrue. C'est à ce moment-là que la patience a atteint ses limites. Les manifestations de Sétif et Guelma, 1945, le point de non-retour. Le 8 mai 1945, alors que l'Europe célébrait la fin de la guerre, des milliers d'Algériens descendaient dans la rue, brandissant des drapeaux et scandant des slogans pacifiques pour réclamer la liberté et la reconnaissance. Mais la réaction française fut brutale. La répression à Sétif, Guelma et Kherrata a fait des milliers de morts. Pour de nombreux historiens, ce jour a marqué la véritable naissance du mouvement d'indépendance algérien. Car après ce massacre, une idée s'est imposée à toute la nation. La liberté ne sera pas accordée, il faudra la conquérir. Le nationalisme devient irréversible. Au cours des années suivantes, le sentiment d'unité et de résistance s'est répandu dans tout le pays. Des groupes clandestins se sont organisés, des dirigeants politiques ont été persécutés, et chaque injustice a renforcé la conviction que l'Algérie devait recouvrer sa souveraineté. C'était comme si toute l'histoire du pays, depuis les anciennes tribus berbères, en passant par Abd el-Kader, jusqu'aux jeunes hommes qui avaient combattu dans les guerres européennes, convergeait vers un seul destin, indépendance. Et ce destin ne tarderait pas à arriver. Car le prochain chapitre marquera le début de l'un des conflits les plus intenses, les plus durs et les plus décisifs du XXe siècle, la guerre d'indépendance algérienne. 12. La guerre d'indépendance algérienne, le prix de la liberté. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Algérie n'était plus la même. Le massacre de Sétif et Guelma avait laissé une plaie si profonde qu'aucune réforme superficielle ne pouvait la panser. Pour les Algériens, ce jour avait révélé une vérité brutale. La liberté ne s'obtiendrait pas par la simple demande, mais par le combat.
L'histoire entra alors dans l'une de ses phases les plus intenses, douloureuses et décisives, la guerre d'indépendance algérienne. C'est en 1954 que l'étincelle a jailli, mais les braises brûlaient depuis des décennies. La naissance du FLN, l'organisation d'un peuple tout entier. Le 1er novembre 1954, un groupe de jeunes nationalistes lança une série d'attaques coordonnées dans différentes régions du pays. Peu nombreux, mal armés et sans grande expérience militaire, ils étaient néanmoins animés d'une conviction inébranlable. L'Algérie devait être libre. C'est ainsi que naquit le Front de Libération Nationale, FLN, l'organisation qui allait mener la lutte contre la France. Son objectif était clair, direct et courageux, restaurer un État algérien souverain, indépendant et uni. Et ce qui avait commencé comme un petit mouvement s'est rapidement transformé en une force nationale, paysans, ouvriers, étudiants, marchands et même des familles entières se ralliant à la cause. Chacun y contribuait à sa manière, nourriture, abri, information, vêtements, argent ou simplement un silence protecteur. La guerre n'était pas seulement l'affaire des soldats, elle concernait toute une nation. Une guerre sans frontières ni repos. La guerre d'Algérie n'était pas une guerre traditionnelle entre armées en uniforme, c'était une guerre de jungle, de montagnes, de villes et de déserts. Une guerre où l'ennemi pourrait être n'importe où et où les combats pourraient éclater soudainement. Le FLN employait des tactiques de guérilla, des attaques surprises, des sabotages et des opérations rapides. La France répliqua par un déploiement militaire massif. Plus de 400 000 soldats, ainsi que des parachutistes, des hélicoptères, des armements modernes et un système de renseignement sophistiqué. La violence s'intensifia jusqu'à devenir monnaie courante. Des villages entiers furent incendiés, des civils tués et des suspects arrêtés sans procès. Prise en étau entre l'armée française et les groupes de résistance, la population algérienne payait chaque avancée de son sang-froid et des souffrances terribles. La bataille d'Alger, une ville en flammes. L'un des épisodes les plus symboliques et dramatiques de la guerre fut la bataille d'Alger, entre 1956 et 1957. Le FLN porta le combat directement au cœur même d'Alger, organisant des réseaux clandestins, des attentats à la bombe et des sabotages. La France répliqua en envoyant des unités aéroportées pour rétablir l'ordre. Les rues étaient devenues un labyrinthe de peur. Les arrestations massives, la torture systématique et la disparition de suspects sont devenues monnaie courante. Malgré tout, la résistance ne céda pas. Chaque revers semblait renforcer la détermination du peuple. Un conflit qui a divisé la France. La guerre n'a pas seulement déchiré l'Algérie, elle a aussi fracturé la France. Hommes politiques, intellectuels, journalistes et citoyens ont débattu avec intensité de ce qui primait. Le maintien de l'empire colonial ou le respect des droits de l'homme. De nombreux jeunes Français furent envoyés combattre dans un conflit qu'ils ne comprenaient pas pleinement. D'autres refusèrent d'y participer, dénonçant publiquement les méthodes employées. Un slogan célèbre vit alors le jour, « Pas en notre nom ». La pression internationale s'intensifiait également. Les Nations Unies, les pays voisins et même les mouvements anticoloniaux du monde entier voyaient dans la lutte algérienne un symbole de résistance mondiale. La ligne Maurice, un mur dans le désert. Pour endiguer le flux de combattants et d'armes en provenance de Tunisie et du Maroc, la France a construit une immense barrière électrifiée et minée, la ligne Maurice. Malgré sa dangerosité, de nombreux combattants sont parvenus à la franchir. C'était comme si le désert tout entier refusait de les arrêter. Le peuple algérien, véritable moteur de l'indépendance. Au fil de la guerre, une réalité est devenue de plus en plus évidente. Ce n'était pas seulement une bataille militaire, mais aussi une bataille morale et émotionnelle. Les femmes ont joué un rôle primordial. Elles transportaient des messages, cachaient les combattants, soignaient les blessés et, dans de nombreux cas, participaient directement aux actions militaires.
Les paysans nourrissaient les combattants avec le peu qu'ils possédaient. Les enfants faisaient office de messagers, risquant leur vie à chaque pas. C'était une résistance totale, une résistance née de la douleur, de la dignité et de siècles de mémoire. La négociation qui a changé l'histoire. En 1958, la France traversait une profonde crise politique. Charles de Gaulle revenait au pouvoir et après des années de guerre sans victoire, il comprenait l'inévitable. L'Algérie voulait et méritait son indépendance. Après de longues négociations, des conflits internes et des pressions internationales, les accords d'Évian furent signés en 1962, mettant officiellement fin à la guerre. Un référendum a confirmé ce que tout le monde savait. Le peuple algérien a voté massivement pour sa liberté. 5 juillet 1962, le jour où l'Algérie a respiré à nouveau. Ce jour-là, après 132 ans de colonisation et 8 années d'une guerre brutale, l'Algérie est officiellement devenue un pays indépendant. Les rues résonnèrent de chants, de drapeaux, de larmes et d'étreintes. C'était la renaissance d'une nation. Ce fut la victoire de millions de voix qui, depuis des générations, ont refusé de se taire. Mais même si la guerre était finie, la reconstruction du pays ne faisait que commencer. Et ce sera le sujet du prochain chapitre. Comment un pays déchiré par la guerre tente de se reconstruire, de s'unir et de définir son propre destin. Avant de continuer, permettez-moi de vous demander quelque chose qui contribue vraiment à la croissance de cette chaîne. Partagez cette vidéo, aimez-la et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Chacun de ces petits gestes contribue à ce que davantage de personnes découvrent cette histoire et se joignent à nous dans cette aventure. Votre soutien est essentiel. Merci de rester parmi nous. 13. La construction de l'État algérien et les défis du nouveau pays. L'indépendance, célébrée avec des larmes, des chants et une fierté indescriptible, ne signifiait pas la fin des problèmes de l'Algérie. Elle marquait en réalité le début d'un défi encore plus grand, reconstruire un pays sur les ruines de plus d'un siècle de colonisation et d'une guerre dévastatrice. Lorsque l'Algérie est née en tant que nation libre le 5 juillet 1962, il n'existait aucun mode d'emploi expliquant la marche à suivre. Il y avait beaucoup d'espoir, certes, mais aussi une dure réalité. 90% de la population était analphabète. La plupart des médecins, ingénieurs et fonctionnaires français ont quitté le pays en quelques semaines. L'infrastructure a été détruite. L'économie était presque entièrement dépendante de l'influence étrangère. Et la population était épuisée physiquement et émotionnellement après 8 années de guerre. C'était comme donner à un survivant un instrument cassé et lui demander de composer une symphonie. Mais les Algériens, habitués au combat, étaient déterminés à le faire. Le leadership d'Ahmed Ben Bella, la première tentative d'organisation du pays, Ahmed Ben Bella, l'un des leaders les plus charismatiques du FLN, devint le premier président de l'Algérie indépendante. Il incarnait la promesse d'un pays nouveau, fier, juste et uni. Sous sa direction, le FLN se consolida comme le seul parti politique, fondé sur l'idée qu'en ces temps critiques, l'unité politique était essentielle. Ben Bella a lancé des réformes urgentes, réorganisé l'administration, laissée vacante après le retrait français, redistribué les terres abandonnées par les colons, créé des écoles, car l'éducation est devenue une priorité nationale, promouvoir l'identité culturelle algérienne, reléguée au second plan depuis des décennies. Mais gouverner un pays traumatisé n'était pas chose aisée. Il y avait des divisions internes, des rivalités au sein du FLN et des pressions de groupes qui souhaitaient influencer le cours du nouvel État. Le coup d'État de 1965, Houari Boumedienne entre en scène. En 1965, le paysage politique changea brutalement lorsque Houari Boumedienne, ministre de la Défense et figure clé de la guerre, renversa Ben Bella lors d'un coup d'État sans effusion de sang. Boumedienne accéda au pouvoir avec une vision plus structurée et pragmatique du pays qu'il souhaitait bâtir. Sous son règne, l'Algérie a connu l'une de ses transformations les plus ambitieuses. Industrialisation, éducation et souveraineté économique.
Boumedienne défendait un projet nationaliste ambitieux. Sa priorité était que l'Algérie possède ses propres ressources. Dans un pays où le pétrole et le gaz abondaient mais étaient contrôlés par des compagnies étrangères, il s'agissait d'un combat crucial. C'est pourquoi, en 1971, fut prise l'une des décisions les plus emblématiques de l'histoire algérienne: la nationalisation des hydrocarbures. Cette mesure a transformé l'Algérie en un acteur économique indépendant et puissant dans le monde arabe et africain. Les recettes pétrolières ont servi à construire des usines et moderniser les villes, renforcer l'éducation publique, créer des hôpitaux et agrandir les oasis agricoles, développer les routes et les infrastructures de base. Des millions de personnes qui vivaient auparavant isolées ont commencé à s'intégrer au pays. L'État s'est efforcé de faire en sorte que chaque famille algérienne ait le sentiment que l'indépendance avait du sens. Un pays en quête de son identité. Sur le plan culturel, l'Algérie a récupéré des éléments essentiels qui avaient été réduits au silence pendant la colonisation: la langue arabe, la religion islamique et petit à petit, l'identité amazighe, berbère, qui faisait également partie de l'âme du pays. Le gouvernement promouvait l'idée que l'Algérie n'était ni une copie de l'Europe, ni un prolongement du Moyen-Orient, mais une synthèse unique, née de la Méditerranée, du Sahara, des monts Aurès et de ses nombreux peuples. Défi persistant. Mais la construction de l'État n'était pas sans défaut. Le système de parti unique limitait la participation politique. L'économie était excessivement dépendante du pétrole et, sous la surface, des tensions persistaient. Inégalités entre les régions. Débat sur le rôle des femmes dans la société. Revendication de reconnaissance culturelle de la population amazighe. Malgré ces difficultés, l'Algérie avançait. C'était un pays jeune et dynamique qui cherchait sa voie entre tradition et modernité. L'héritage de cette étape: à la fin des années 1970, l'Algérie était devenue l'un des pays les plus influents du monde arabe, un défenseur des causes anticoloniales en Afrique et en Asie, un modèle d'indépendance économique au sein d'un monde divisé par la guerre froide. Les gens commençaient à éprouver de la fierté, non seulement pour avoir conquis leur liberté, mais aussi pour avoir bâti un avenir. Mais l'histoire, comme toujours, réserve des surprises. La mort de Boumedienne en 1978 allait ouvrir une nouvelle étape, pleine de changements, de tensions politiques, de transformations globales et d'une crise qui allait profondément marquer le pays, les années 1990. Ce sera le prochain chapitre. 14. La crise des années 1990. Politique multipartite, tensions politiques et décennies noires. L'Algérie du début des années 1990 n'était plus la même qu'à l'aube de son indépendance. Durant les années 1970 et 1980, le pays avait accompli des progrès considérables en matière d'éducation, d'infrastructure et d'identité nationale. Mais lorsque le monde a basculé, la fin de la guerre froide, l'instabilité de l'économie pétrolière et les revendications démocratiques croissantes des nouvelles générations, l'Algérie s'est retrouvée à la croisée des chemins. Il était comme un géant qui s'était réveillé, mais il marchait sur un sol plein de fissures. La fin du système à parti unique et la naissance du multipartisme. Après la mort de Boumedienne en 1978, l'Algérie entra dans une phase plus modérée sous la présidence de Chadli Benjedid. Ce dernier avait compris la nécessité d'ouvrir le pays, de lui insuffler une nouvelle vie et de donner la parole à ceux qui avaient été réduits au silence pendant des années. Ainsi, à la fin des années 1980, après des manifestations massives de jeunes, notamment celle d'octobre 1988, le gouvernement annonça une décision historique: la fin du système à parti unique et l'ouverture au multipartisme. Pour la première fois depuis l'indépendance, les Algériens pouvaient former des partis libres, exprimer leurs idées et participer à la vie politique sans être contraints de suivre le FLN. C'était un moment exaltant et porteur d'espoir. L'Algérie semblait entrer dans une nouvelle ère de liberté.
Mais cette liberté nouvellement acquise s'accompagnait de profondes tensions. L'émergence du Front islamique du salut, FIS. Dans ce contexte d'ouverture politique, un nouvel acteur a émergé avec une force surprenante. Le Front islamique du salut, FIS, un parti inspiré par des idées islamiques qui promettaient la justice sociale, la lutte contre la corruption et un État moralement renouvelé. Pour des millions d'Algériens, notamment les jeunes, les chômeurs et ceux qui se sentaient abandonnés par le système, le FIS représentait une véritable alternative. Alors que l'économie se détériorait en raison de la chute des prix du pétrole, le FIS incarnait la dignité, l'identité et le changement. En 1990, le parti remporta une part importante des élections municipales. Et en 1991, lors des élections législatives, le FIS remporta une victoire écrasante dès le premier tour. Il semblait qu'ils étaient sur le point de prendre le contrôle du Parlement et du gouvernement. L'interruption du processus électoral et le déclenchement de la crise, le succès du FIS, a suscité la crainte au sein de certains secteurs de l'armée, du gouvernement et de la société qui redoutaient la transformation du pays en un régime religieux. C'est pourquoi, en janvier 1992, avant la tenue du second tour des élections, l'armée est intervenue et a annulé les résultats. Le président Benjedid a démissionné sous la pression. Le FIS a été dissous. Des milliers de ses membres ont été arrêtés. La tension accumulée a explosé. La décennie noire, un conflit qui a laissé de profondes cicatrices. Suite à l'annulation des élections, l'Algérie a sombré dans l'une des périodes les plus sombres de son histoire contemporaine. Une guerre civile non déclarée, marquée par des violences politiques, des attaques, des représailles, des disparitions et une profonde crise sociale. Le pays était divisé entre des groupes islamistes armés qui ont rejeté l'intervention militaire, l'État qui cherchait à rétablir l'ordre, une population prise au piège au milieu du conflit. Dans les années 1990, des villes et des villages entiers vivaient dans la peur. Attentats à la bombe sur les marchés, attaques contre les villages, assassinats ciblés, attentats dans les lieux publics. La violence frappait aussi bien les civils innocents que les combattants. Des familles entières vivaient dans l'incertitude de savoir si leurs enfants rentreraient chaque soir. On l'a appelée la décennie noire, car elle a assombri tous les aspects de la vie algérienne. La politique, l'économie, la culture et l'esprit de la nation. Un pays qui refuse de disparaître. Malgré la douleur, un élément est resté intact, la volonté de survie du peuple algérien. Alors que la violence se propageait, les Algériens continuaient à travailler, à éduquer leurs enfants, à s'entraider et à protéger du mieux qu'ils pouvaient les espaces de vie communautaires. C'était comme une flamme qui, bien que battue par le vent, refusait de s'éteindre. Le début de la réconciliation. À la fin des années 1990, le pays a commencé à chercher une issue. Abdelaziz Bouteflika a été élu président en 1999 et a lancé un projet ambitieux visant à réconciliation nationale, amnistie contrôlée, réintégration des combattants, stabilité institutionnelle. Peu à peu, l'Algérie est sortie du tunnel. Non sans cicatrices, non sans souvenirs douloureux, mais avec une certitude. La violence ne saurait définir l'avenir du pays. L'héritage des années 1990. Bien que cette période ait été traumatisante, cette crise a transformé à jamais le débat politique algérien. Elle a révélé la fragilité du système institutionnel, la nécessité d'une véritable participation démocratique, l'importance de l'identité et de la justice sociale, le danger de profondes divisions et le désir du peuple de vivre en paix. L'Algérie qui a survécu aux années 1990 était différente, plus prudente, plus résiliente et plus déterminée à ne pas répéter les erreurs du passé. Le chapitre suivant marquerait un nouveau départ, le 21e siècle, la réconciliation, le développement et la recherche d'un avenir plus stable. 15. L'Algérie contemporaine, réconciliation, stabilité et défis du 21e siècle. Lorsque l'Algérie a finalement émergé des ténèbres des années 1990, ce ne fut pas du jour au lendemain.
Ce fut un processus lent, prudent et profondément humain, marqué par des cicatrices visibles et invisibles. Le pays avait traversé l'une des périodes les plus douloureuses de son histoire moderne, mais il avait aussi fait preuve d'une résilience extraordinaire. Désormais, le défi était différent. Il ne s'agissait plus de survivre, mais de reconstruire. Le projet de réconciliation nationale, un pays qui tente de panser ses plaies. À la fin des années 1990 et au début des années 2000, l'Algérie s'est engagée sur la voie de la paix sous le gouvernement d'Abdelaziz Bouteflika, un homme qui avait traversé l'indépendance du pays, ses relations diplomatiques et ses tensions. Son arrivée au pouvoir en 1999 a représenté un espoir pour des millions d'Algériens, la possibilité de respirer à nouveau. Bouteflika a promu une politique dite de concorde civile, visant à réintégrer des milliers de personnes impliquées dans les violences dans la vie quotidienne, à condition qu'elles acceptent de déposer les armes. Cette politique a ensuite été étendue par la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, approuvée à une large majorité lors d'un référendum populaire. Cette initiative n'a pas effacé la douleur, mais elle a permis les familles retrouveront leur stabilité émotionnelle perdue. Des peuples entiers vont reconstruire leurs liens. L'économie recommencera à fonctionner. Les rues vibrèrent à nouveau, au rythme de la vie quotidienne. C'était un pays qui tentait de tourner la page sans oublier les leçons du passé. Le boom économique des années 2000, pétrole, gaz et modernisation. La réconciliation a coïncidé avec un facteur décisif: la forte hausse des cours internationaux du pétrole et du gaz. L'Algérie, pays aux immenses réserves d'hydrocarbures, a su saisir cette opportunité. Grâce à ces recettes, l'État a pu construire des autoroutes, des ports et des aéroports, promouvoir les projets de logement de masse, renforcer l'éducation et les soins de santé, créer des emplois et améliorer les infrastructures. L'autoroute Est-Ouest, l'un des plus grands projets d'Afrique, symbolise cette période d'investissement et de modernisation. Mais si le boom économique a apporté la lumière à une partie du pays, il a aussi révélé un problème structurel. L'économie était excessivement dépendante du pétrole. C'était comme vivre dans une magnifique maison bâtie sur un seul pilier. Si ce pilier vacillait, tout risquait de s'effondrer. Identité, jeunesse et désir de participation. Avec le développement de l'économie, une nouvelle génération a vu le jour. Des jeunes nés après la guerre d'indépendance, trop jeunes pour se souvenir de cette décennie sombre. Une génération qui rêvait d'un pays moderne, juste et transparent. Pour eux, l'Algérie était un pays plein de potentiel, mais aussi plein d'obstacles. Bureaucratie, corruption, chômage, manque d'opportunités, restrictions politiques. Des millions de jeunes avaient le sentiment que le pays ne leur appartenait pas autant qu'il le devrait. Et ce sentiment s'est renforcé au fil des ans. Le mouvement Hirak. La voix du peuple renaît en février 2019, un événement extraordinaire s'est produit. Lorsque l'on a annoncé que Bouteflika, déjà malade et apparemment incapable de gouverner, briguerait un 5e mandat, le peuple algérien a décidé que le moment était venu de faire entendre sa voix. Ainsi naquit le Hirak, un mouvement pacifique, massif et profondément civique qui remplit les rues d'Alger, d'Oran, de Constantine et de nombreuses autres villes du pays. Il n'y avait ni violence, ni parti politique, ni armes, juste un peuple uni qui disait « Nous voulons un État propre, nous voulons la dignité. Nous voulons une Algérie pour tous ». Le mouvement Hirak a montré au monde une Algérie mature, consciente et profondément démocratique. Finalement, Bouteflika a démissionné en avril 2019, mettant ainsi un terme à un cycle politique qui s'était étendu sur 2 décennies. Une nouvelle ère politique au XXIe siècle. Après la démission de Bouteflika, l'Algérie est entrée dans une période de transition. Des élections présidentielles ont eu lieu et un large débat s'est engagé sur les réformes constitutionnelles, la participation citoyenne et la transparence institutionnelle.
Le pays continue de faire face à d'importants défis, diversifier leur économie au-delà du pétrole, créer des emplois pour des millions de jeunes, réduire les inégalités régionales, renforcer les institutions démocratiques et faire face aux pressions internationales dans un monde en mutation. Mais l'Algérie possède quelque chose que peu de pays possèdent, une mémoire de résistance qui traverse les générations. De la Numidie à Carthage, en passant par l'Empire ottoman, la colonisation française, la guerre d'indépendance, la décennie noire et le Irak, l'Algérie s'est toujours relevée. L'Algérie aujourd'hui, identité vivante, fierté et avenir. Aujourd'hui, l'Algérie est un pays où coexistent les éléments suivants. Ville moderne, marché traditionnel, désert sans fin, montagnes enneigées, coutumes anciennes et une jeunesse dynamique. C'est un pays qui honore son héritage arabe, amazigh et africain. Un pays qui continue de s'efforcer de trouver un équilibre entre modernité et tradition. Un pays qui, malgré toutes ses difficultés, conserve une force intérieure immense. L'histoire de l'Algérie n'est pas une histoire de perfection, c'est une histoire de résilience, de fierté, de survie et de quête constante d'un avenir meilleur. Et ainsi, avec ce chapitre, nous arrivons au présent. Un présent qui, comme toujours dans l'histoire algérienne, est fait de lutte, d'espoir et d'une foi inébranlable en un avenir meilleur. L'histoire de l'Algérie nous lègue une vérité qui transcende les frontières et les générations. Aucun peuple et aucune personne n'est condamné par son passé. L'Algérie a subi la colonisation, le silence imposé, la guerre, la division et la peur. Et pourtant, elle a choisi de se lever, il a choisi de se reconstruire, elle a choisi de croire à nouveau. Et n'observons-nous pas la même chose dans nos propres combats? Nous avons tous des moments où nous avons l'impression d'avoir trop perdu, que ce qui nous appartenait nous a été pris, que nous n'avons plus la force de recommencer. Mais l'Algérie nous rappelle que la force ne vient pas de l'absence de douleur, elle vient de la volonté de continuer. Si ce pays a pu renaître après des siècles de souffrance, vous le pouvez aussi. Si tout un peuple a pu retrouver sa voie, vous pouvez retrouver la vôtre aussi. La solution réside dans le fait de ne pas abandonner, de continuer à avancer, de croire que l'avenir peut encore être écrit, et écrit par vous. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. Puisse l'histoire de l'Algérie vous inspirer à regarder votre propre histoire d'un œil neuf et à aller de l'avant. Avant de nous dire au revoir, je voudrais vous demander quelque chose de très important. N'hésitez pas à partager votre avis sur cette vidéo ci-dessous. Votre opinion m'aide à m'améliorer et permet également à l'algorithme de la diffuser à un public plus large. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur « J'aime ». Par ce simple geste, vous aidez davantage de personnes à découvrir ces histoires et à faire vivre ce projet. Merci de m'avoir accompagné. À bientôt pour un nouveau voyage à travers l'histoire.